Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. C'est un plaisir de vous retrouver, auditrices, auditeurs de la Radio Publique Africaine, à ce rendez-vous d'information de ce lundi, 6 décembre 2021. D'abord, les grands titres. Les Burundais dont les constructions sont injustement démolies pourraient avoir des problèmes psychologiques dans l'avenir. Réaction d'un psychologue qui parle des conséquences liées à ces activités de démolition jugées injustes par certains. Au sommaire également, les enseignants burundais s'insurgent contre l'attitude du gouvernement qui ne considère pas leurs efforts à leur juste valeur malgré leurs conditions de travail difficiles. Certains reprochent aux autorités burundaises d'avoir abandonné le secteur de l'éducation. Et la production du sucre de la Sosimo a chuté d'au moins 5000 tonnes au cours de cette année. Cette diminution de 25% inquiète beaucoup les travailleurs de la Sosimo, de même que les consommateurs de ce produit. Voilà pour le sommaire. Merci d'avoir choisi la Radio Publique Africaine. En page sécurité, la rédaction de la RPA a pu répertorier 5 personnes assassinées au cours de la semaine écoulée dans 5 provinces du pays. 3 parmi les victimes sont des femmes. Le point avec Eric Nyonzima. En province de Muyinga, une femme du nom d'Anine Nyonguru, âgée de 34 ans, a été tuée à coups de gourde par son mari sur la colline de Wohogo, en commune Gatsogwe, samedi dernier. Nos sources à Gatsogwe indiquent que la victime a refusé d'ouvrir la porte à son mari, Innocent Toi, quand il est rentré dans la nuit. Il a alors forcé la porte et tué sa femme à coups de gourde. L'auteur du crime a été arrêté par la police. La deuxième femme assassinée au cours de la semaine écoulée est de la province Ngozi. Marine Douimana, âgée de 58 ans, a été poignardée par son fils sur la colline Mousseigny, en commune Tangara vendredi dernier. Selon les informations en provenance de cette localité, c'est après que sa mère ait refusé de lui donner les livres de prière pour qu'il enseigne dans les chambres de prière. L'auteur du crime a été arrêté. Ce même vendredi, une certaine Pélagie Lugoke, âgée de 57 ans, a été fusillée par des personnes non encore identifiées dans son kiosque appelé Mahoro, au chef-lieu de la commune de Tovu, dans la province de Bururi. Les mobiles de cet assassinat restent inconnus. Et en province de Changuzo, un septuagénaire du nom de Joseph Hinahamira a été poignardé avec des machettes par des inconnus sur la colline Murehe, en commune Changuzo, lundi dernier. Selon nos sources à Changuzo, la victime était soupçonnée de sorcellerie. Une personne a été arrêtée pour des raisons d'enquête. La dernière victime, répertoriée par la RPA, est originaire de la province Kirundo. Pierre Ndachimiye, surnommé Mukirisu, a été poignardé par des sentinelles de l'école fondamentale de Rubuga, en commune Ugabira, en accusant de tentatives de vol dans la cantine scolaire de cette école. Sa famille et les responsables administratifs à la base réfutent ces allégations. 4 sentinelles ont été arrêtés par la police. Merci à toi, Eric Nyonzima. En page droit de l'homme, le pouvoir CNDD-FDD a été caractérisé depuis le début par une série d'assassinats. Propos du président d'Ime des du parti PDS Gamibanga, Chovino Mugwengezo, lors du symposium organisé par son parti dans la soirée de ce dimanche. Les exécutants selon Chovino Mugwengezo sont certains éléments des corps de sécurité ou alors des Imbonerakure. Je vous propose d'écouter Chovino Mugwengezo, président du parti PDS Gamibanga. Les Burundais et les étrangers savent bien que le régime CNDD-FDD tue depuis sa prise de pouvoir en 2005 jusqu'à ce jour où nous animons cette émission, ce symposium. Aucun jour ne se passe sans que les forces de l'ordre, parmi eux les militaires, les policiers, la milice les tuent. On citera par exemple les massacres de Muyinga en 2006, l'assassinat des 3 sœurs italiennes, l'opération NA1 pour massacrer les Tutsis et les Hutus de l'opposition, et qui continue à ce jour sans oublier les enlèvements quotidiens. Parmi les personnes assassinées pour s'être opposées à la violence, à la violation de la loi consécutive au 3e mandat de Pierre Nkurunziza, nous pouvons citer les assassinats du président de l'UPD, Zigamibanga, en 2015, un mois après le début des manifestations contre le 3e mandat, celui du porte-parole de l'UPD Zigamibanga, Patrice, qui était également en charge de la jeunesse du parti,
tous tués en septembre. Sans oublier l'enlèvement de Léopold Hararugila, trésorier de ce parti. Donc autant dire aujourd'hui que laisser passer sous silence des crimes comme ça serait à notre avis une manière de soutenir ce pouvoir-là. C'est pour cela que nous avons tenu à associer à ce symposium la société civile, la classe politique d'opposition, pour qu'on puisse réfléchir ensemble, pour qu'on puisse créer un cadre de réflexion profonde au sujet de comment nous pourrions envisager sortir de cette violence. Le président du parti IPD Zigamibanga révèle que même les membres du parti CNDD-FDD qui voudraient s'opposer à leur plan criminel n'ont pas été épargnés. Encore une fois, Chevino Mugwengezo. Il serait vraiment complice de continuer à garder un silence, un mutisme face à une situation, face à des crimes innommables commis par le CNDD-FDD. Comme vous le savez, nombreux ont été tués, parmi lesquels les membres du CNDD-FDD qui étaient opposés aux crimes de ce parti. À titre d'exemple, on citerait l'assassinat de la députée de Léala, Afsa Mossi, le 12 juillet 2016, l'assassinat du député Oscar Hassano le 20 avril et l'assassinat de Jackson Simbananiye, alias Kelaroata, le 14 mai 2020. On ne pourrait pas passer sous silence l'assassinat de certains Nimonakwe dans l'optique d'éliminer des témoins gênants qui devraient éclairer la justice le moment venu. À titre d'exemple, on citerait l'assassinat de cet Nimonakwe, Varis Tenyalui, de Mawaï, Atintoki et d'autres que vous entendez tuer ici et là. Au fait, la récompense d'un empoisonneur ou la récompense de quelqu'un qui est utilisé à la place des concepteurs des crimes, n'est-ce pas, est toujours la mort. C'était Chevino Mugwengezo, président du parti IPD Zigamibanga. Lambert Nigarura, président de la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale CPI, affirme que des assassinats à grande échelle ont été menés au Burundi. Pour continuer leur plan d'assassinat, le pouvoir CNDD-FDD procède par instrumentalisation de la justice. Toutefois, Lambert Nigarura tranquillise les victimes de ces abus et exactions. Tôt ou tard, les commanditaires devront répondre devant les juridictions internationales. Suivez Lambert Nigarura, président de la CPI. Ni ivyaha biri ku rugero mpuzamakungu, des crimes contre l'humanité, ni ivyaha bidahanagurika. Ce sont des crimes contre l'humanité et imprescriptibles, des crimes impardonnables. Rappelez-vous que les auteurs du génocide au Rwanda sont poursuivis actuellement à travers le monde après 27 ans. Même ceux qui commettent des crimes au Burundi, fort soit-il aujourd'hui, qu'ils sachent qu'un jour, ils répondront de leurs actes. Il faut que les victimes sortent de leur silence et se confient aux avocats et aux défenseurs des droits de l'homme pour qu'ils documentent les crimes et les preuves. Je dois vous informer que la Cour pénale internationale travaille là-dessus jour et nuit. Au sein de la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale, nous dressons une note confidentielle chaque mois au bureau du procureur sur les hauts gradés de la police et de l'armée, ainsi que les politiciens impliqués dans des crimes qui se commettent. Y'abakuru bakuru mu gisirikare, mu gipolisi cyangwa muri politike bafise uruhara bakoze ku byaha biriko birakorwa. Hariyo rero aho tumaze kuronka inyishu zitari zike. Des résultats sont déjà enregistrés au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme. Il y a environ 10 dossiers des victimes de la répression à Musaga. Cette commission a écrit au gouvernement burundais pour l'informer de la plainte déposée contre lui et lui demander de présenter sa défense. Mais le gouvernement n'a pas réagi. Par après, la commission a pris la décision de recevoir les plaintes et les a déclarées fondées. D'autres décisions ont été prises au niveau du système des Nations Unies, à l'instar de celles concernant les militaires Tutsi ex-FAB qui montaient la garde la nuit des attaques des camps militaires en décembre 2015
et qui ont été incarcérés, tandis que leurs compagnons Hutus qui montaient la garde avec eux ont été mutés dans d'autres camps à l'intérieur du pays. Bafashe abasirikare bari baraye kwizamu muri amakambi yatewe babacamo kubiri. Abari abatutsi bahora mu gisoda ca kera bafatwa bose barafungwa mu gihe bene wabo barayizamu hamwe bobo baronse invitation yo kuja gukorera ruguru. Toujours en page droits de l'homme, et les violences basées sur le genre commises au Burundi sont des obstacles à la réalisation des objectifs d'égalité, de développement, de paix et de sécurité. Ceci transparaît dans la correspondance que le mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi et du collectif des avocats pour la défense des victimes des crimes et de droit international commis au Burundi Kavib a adressé au président de la République, Evariste Ndayishimiye, le 2 décembre de cette année. Ces deux organisations montrent que l'inaction du gouvernement perpétue ces violences au Burundi, tandis que les victimes n'ont jamais eu de justice. Maître Immaculée Hunja, présidente du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, explique. La lettre que nous avons adressée au président de la République du Burundi s'inscrit dans le cadre de la campagne de 16 jours d'activisme. Nous rappelons que les violences basées sur le genre sont un enjeu mondial et en particulier au Burundi. Nous rappelons que les violences basées sur le genre font obstacle à la réalisation des objectifs d'égalité, de développement, de paix et de sécurité dans notre pays. Aussi qu'en 2020, le président actuel a hérité d'un pays politiquement et socio-économiquement en crise depuis avril 2015, un pays miné par la corruption, plus particulièrement au niveau de la justice comme il l'affirme lui-même, que par conséquent les victimes de violences basées sur le genre ne savent plus à quel sein se vouer pour que justice leur soit faite. Nous sommes aussi intéressés à des voies de solutions qui ont été proposées et mises en place, à savoir qu'en 2015, un groupe de travail, violence basée sur le genre, en situation d'urgence humanitaire, a été mis en place le 24 juin 2015 sous le leadership du FINUAP pour apporter une solution adéquate aux actes de violence basés sur le genre commis lors de cette crise. Mais contre toute attente, ce groupe de travail, violence basée sur le genre, n'a pas pu travailler comme il se devait pour répondre aux attentes de la population en général et surtout aux attentes des victimes. Nous avons aussi rappelé les nombreux rapports, dont ceux de la Commission internationale d'enquête sur le Burundi, qui ont pointé du doigt la responsabilité de plusieurs responsables préposés de l'État dans les crimes graves commis au Burundi et liés aux violences basées sur le genre, dont certains sont des crimes contre l'humanité. Le constat actuel est que, au lieu d'établir une commission spéciale chargée de traduire en justice les auteurs de ces crimes, le gouvernement actuel les promeut dans des hautes responsabilités, comme si rien n'était. La défenseuse des droits de la femme ajoute qu'à travers cette correspondance, ils ont demandé au président de la République de mettre en place des mécanismes de prévention et de répression de ces violences basées sur le genre, prévus par les lois nationales et internationales. Encore une fois, Maître Immaculée Hunja. Comme recommandation au gouvernement, c'est que le président de la République prenne en main la question sensible et cruciale liée aux violences basées sur le genre et mettre en place des mécanismes réellement indépendants chargés de la répression de ces crimes contre l'humanité, comme prévu par la Constitution et les instruments internationaux ratifiés par le Burundi. Nous rappelons que même dans les divers domaines, et surtout le domaine de la bonne gouvernance, de la démocratie, ces violences basées sur le genre subsistent et résistent à tout changement. Que des discriminations des femmes et filles continuent dans le domaine législatif. L'exemple parlant est celui de l'absence du code de succession au Burundi qui exclut les femmes et filles comme des héritiers. Nous revenons sur la mission principale de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme mise en place par le gouvernement burundais et sur base
de cette loi qui met en place cette commission, avons demandé au président de la République du Burundi de procéder à la codification du domaine des successions, régimes matrimoniaux et libéralité, ainsi qu'à travers la domestication des conventions internationales ratifiées par le Burundi, de mettre fin à l'impunité inhérente aux violences basées sur le genre en revoyant les plaintes et enquêtes sur les violations des droits de l'homme ayant trait aux violences basées sur le genre, de susciter un intérêt particulier via les chercheurs et enquêteurs pour résoudre efficacement à la problématique des violences basées sur le genre en milieu scolaire et sur le lieu de travail. Enfin, de mettre en place des structures et systèmes opérationnels de coordination étatique des interventions de lutte contre les violences basées sur le genre, en apportant une aide des soins de santé aux victimes de ces violences et une assistance judiciaire aux victimes. C'était Maître Immaculée Runja, présidente du mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Après cette petite transition, nous parlons gouvernance. Les Burundais dont les constructions sont injustement démolies pourraient avoir des problèmes psychologiques dans l'avenir suite au sentiment de désespoir qu'ils éprouvent. C'est ce qu'indique René Nkurunziza, psychologue, qui parle des conséquences liées à ces activités de démolition jugées injustes par certains. Le psychologue demande au gouvernement de retrouver la sensibilité au désespoir de ces Burundais. La destruction des maisons est un coup de couteau dans les plaies saignantes des Burundais causées par la cause politique qui a commencé en 2015. La maison, c'est notre protection. Elle nous protège de l'extérieur. Elle est notre abri, notre bonheur. Elle nous enveloppe comme un embryon qui enveloppe le bébé dans le ventre. C'est le lieu de rencontre de notre famille. C'est notre vie. Elle traduit notre valeur humaine. C'est notre aspiration à la vie, au développement. C'est lui qui te prive ou te spolie de ta maison, te prend ton bonheur. Il te prend ta vie et il te met dans la rue de tous les malheurs et de tous les dangers de l'existence humaine. La victime de cette situation perd sa valeur humaine, perd ses droits et ses libertés. Elle perd son humanité respectueuse. Ainsi, son cœur se brise. Elle perd ses espoirs des lendemains meilleurs, surtout quand l'auteur et l'État qui avait pour plutôt dans ses obligations la protection. La victime devient comme cet enfant qui est abandonné par son parent. La personne est ainsi laissée à elle-même sans aucune protection et devient candidat à toutes les souffrances de l'existence. La victime est submergée par la détresse, par l'anxiété, par la colère, par les frustrations, etc. Elle commence à regretter d'être née. Certains tentent d'ailleurs de mettre fin à leur existence. Nous demandons donc à l'État du Burundi d'être sensible à la détresse humaine qui est entraînée par cette violence d'État. Que l'État soit sensible aux effets destructeurs de cette politique de destruction de maisons et suspendre cette mesure, indemniser les victimes qui souffrent déjà de cette violence. Au Burundi, nous leur demandons de prendre conscience de ce qui est en train de leur arriver maintenant et de refuser de céder à la panique, mais de se lever comme un seul homme pour combattre ces mesures injustes. L'ancien vice-président de la République, Frédéric Mbognyumvila, indique qu'il est incompréhensible de voir une fédération de coopératives comme FENACOBU envisager de retenir l'argent du détenteur de comptes sans les consulter. Frédéric Mbognyumvila rappelle que l'argent appartient aux détenteurs de comptes et non aux coopératives d'épargne et de crédit. La décision de la FENACOBU sur l'argent des membres des coopératives à la base ne peut pas se justifier parce que cet argent n'appartient pas à la FENACOBU et encore moins aux coopératives, mais aux personnes membres de ces coopératives. Autrement dit, toute décision qui concerne l'argent de ces membres des coopératives, cette décision doit absolument revenir aux membres de ces coopératives. Moi, j'ai essayé dans mon jeune âge de comprendre le fonctionnement des coopératives. J'ai suivi le fonctionnement des coopératives parce que j'ai été aussi membre. Je sais comment ça fonctionnait. Une grande décision se prend au niveau de l'Assemblée générale, au niveau des coopératives à la base. Cette Assemblée générale peut absolument étudier la question,
Par exemple, s'il s'agit d'une telle décision qui concerne la gestion peut-être des moments douloureux des membres, lorsqu'ils ont perdu les leurs, en fait, la question qui est posée ne concerne pas la FENACOBU. Cette question devrait partir de la base plutôt, et la FENACOBU enregistrerait les résultats qui viendraient de la base et prendrait des décisions en fonction des décisions de la base, et non pas l'inverse. Ça c'est un. Deux, allons dans les détails. Il est dit dans ces décisions que chacun devra accepter qu'on lui retire 150 francs. D'abord, ils sont au nombre de combien ces personnes? Ces membres des coopératives, ils sont des millions à travers tout le pays. Ça veut dire que si vous décidez de prendre 150 par personne, eh bien, c'est beaucoup d'argent. C'est une somme faramineuse. Et pourquoi la prendre comme ça, par une décision comme ça qui vient sans consulter la base? Deux, la gestion de cet argent. Ça devient obscur, parce que ce sont des moments difficiles, ce sont des moments, en fait, qui touchent les émotions des gens, et il faut bien gérer cet argent. Or, il y a moyen de détourner cet argent, parce qu'ils peuvent dire, voilà, tel, et on peut même faire disparaître les leurs, et en disant que tel a eu telle somme. Parce que les gens ne vont pas prendre du temps pour vérifier. C'est une autre forme de détournement, une forme camouflée de détournement de sommes faramineuses. Selon Frédéric Wambugnyumvira, si le gouvernement n'annulait pas cette décision de la FENACOBU, cela expliquerait qu'il est parmi les organisateurs de ce vol. Encore une fois, Frédéric Wambugnyumvira. Mais la question que l'on peut soulever ici, pourquoi c'est la FENACOBU qui force la note? Pourquoi les membres disent non et que la FENACOBU persiste? Comme si la FENACOBU avait déjà eu l'accord des coopératives, et surtout l'accord des membres composant toutes ces coopératives. Donc, dans ces conditions, la FENACOBU doit faire attention. Donc, ça veut dire, à mon avis, que la FENACOBU n'intervient pas de son propre chef, mais quelque part est en train d'intervenir pour répondre à une sollicitation qui ne dit pas son nom ici, qui ne se manifeste pas. Maintenant, pour justement éviter qu'on spécule dans ce sens-là, qui doit clarifier la situation, c'est bel et bien l'État. Et ici, nommément le ministre de l'Intérieur, qui est aussi chargé du développement communal. S'il n'intervient pas, ça signifie que l'État est associé dans cette démarche de la FENACOBU. Et si l'État intervient rapidement, de façon claire, ça signifierait que l'État, franchement, est en train de défendre les intérêts du peuple. Et c'est pour cette raison que nous demanderions au ministre de l'Intérieur de s'investir urgemment dans ce dossier pour clarifier les situations et surtout empêcher la décision de la FENACOBU, qui n'est pas la décision de toutes les coopératives, et par conséquent qui n'est pas la décision des membres de ces coopératives. En page éducation, les enseignants burundais s'insurgent contre l'attitude du gouvernement qui ne considère pas leurs efforts à leur juste valeur, malgré leurs conditions de travail difficiles. Certains reprochent aux autorités burundaises d'avoir abandonné le secteur de l'éducation. Le détail avec Daniel Clary-Latrouve. Les enseignants font savoir que c'est bien que les résultats soient bons dans le secteur de l'éducation, mais ils indiquent que les autorités semblent oublier leur misère. Selon eux, un enseignant peut se présenter à l'école sans avoir mangé. Concernant les résultats que le gouvernement cherche, pour nous, cela n'est pas facile, puisque l'enseignant mène une vie misérable. Un enseignant peut se présenter à l'école alors que la veille, il n'a pas mangé. Ici, on ne parle pas de petit déjeuner, mais cela n'empêche pas qu'on se donne corps et âme. Le gouvernement dit que nous serons considérés comme les autres, et voilà, le ministre n'a fait que nous insulter. Ces enseignants affirment que les autorités mettent le tort sur eux, alors que les mêmes autorités ont abandonné ce secteur, d'autant plus que leurs enfants ne sont pas victimes de ce système éducatif. Comme le gouvernement a abandonné les enseignants, nous demandons aux parents de se joindre à nous pour chercher la réussite de nos enfants. Le gouvernement nous a délaissés puisque les enfants des autorités ne fréquentent pas dans ces écoles.
Ces enseignants demandent au président de la République de trouver une solution aux problèmes qui hantent le secteur de l'éducation. Dans nos éditions ultérieures, ils expliqueront comment certaines décisions comme le redéploiement perturbent les enseignants. Merci à toi, David Claire. Il trouve la production du cycle de la Sosimo a chiffré d'au moins 5 000 tonnes au cours de cette année. Cette diminution de 25% inquiète beaucoup les travailleurs de la Sosimo, de même que les consommateurs de ce produit. Certains agents de cette entreprise expliquent cette diminution par le manque de suivi régulier de la culture de la canne à sucre, ainsi que l'utilisation des intrants agricoles non appropriés. Reportage signé Emmanuel Nyungeko. La campagne de la production de sucre qui avait commencé en date du 23 juin cette année a été clôturée à la fin du mois de novembre dernier, au moment où la société sucrière Domoso avait produit plus de 20 000 tonnes de sucre pour la campagne 2020. Cette année 2021, cette production est de 15 500 tonnes, c'est-à-dire une diminution d'au moins 25%. Ici, les travailleurs de la Sosimo s'inquiètent. Nous, les travailleurs de la Sosimo, sommes inquiétés par la production de sucre jugée insuffisante. En principe, on produisait 21 000, voire 22 000 tonnes, mais pour cette année, on a eu 15 500 tonnes. Ce rendement n'est pas du tout satisfaisant. Le manque de suivi et l'utilisation de l'engrais chimique de type FOMI à la place de l'urée serait l'une des causes de cette diminution de la production. Selon le personnel de cette entreprise, cette faible production pourrait occasionner la rareté de cette même denrée. Au début, on utilisait l'engrais urée en provenance de la Tanzanie, mais l'année dernière, on a mis l'engrais FOMI qui n'est pas de bonne qualité pour la canne. Il y a encore ceux qui ont utilisé les machines de la Sosimo pour labourer. Et au lieu de planter la canne, ils ont cultivé le maïs et le haricot. Ils inventent des mensonges comme quoi ces champs appartiendraient à l'administrateur ou directeur général alors qu'il n'est même pas au courant. Alors, en tant qu'employé de la Sosimo, et compte tenu de cette diminution considérable de la quantité de sucre, nous craignons que le sucre pourrait devenir rare dans tout le pays. Et cela peut inquiéter et le travailleur de l'entreprise et un simple citoyen. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Jean-Claude Noiri, directeur de l'agriculture au sein de la Sosimo, encore moins Aloïs Ndaïkenguru qui est administrateur et directeur général de cette entreprise. Merci à toi, Emmanuel Nyungeko. Dernière nouvelle de cette édition, l'association des albinos sans frontières du Burundi lance un appel à toute âme charitable de venir en aide aux albinos. Jean-Martin Bizimana, secrétaire de la dite association, indique que les albinos ont besoin de matériel pour se protéger contre le soleil car nombreux parmi eux sont des démunis. Pour ce secrétaire de l'association albinos sans frontières du Burundi, si rien n'est fait pour secourir les albinos, ils vont mourir du cancer. Comme vous le savez, lorsque les rayons solaires tapent sur la peau des albinos, à la longue, ça provoque des tumeurs liées au cancer de la peau. Ce qui fait donc endommager le corps. La plupart des personnes atteintes d'albinisme du Burundi n'ont pas de moyens pour s'acheter des matériels de protection. Comme vous le savez, la plupart des albinos, il y a des féminines qui ont besoin, par exemple, les matériels de protection qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de vaseline, pommade pour la peau. Et ils ont besoin des chapeaux, ils ont besoin des lunettes pour se protéger contre les rayons solaires. Il faut se protéger avant de se faire soigner car les soins coûtent très cher. Nous demandons aux bienfaiteurs, aux personnes qui ont des bons cœurs pour protéger ces personnes vulnérables qui sont en danger. C'était Jean-Martin Bizimana, secrétaire de l'association des albinos sans frontières du Burundi. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour les bonnes collaborations. Onésime Dushimagize était à la présentation. Je vous souhaite un beau début de semaine.